Chers amis, chers auditeurs du Verbe TV, bienvenue sur nos ondes. François-Xavier Consoli pour vous servir. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Maître Bertrand Saint-Germain, professionnel du droit. Monsieur Saint-Germain, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Heureux d'être avec vous. Merci à vous d'être venu. Merci d'avoir répondu présent. Alors, pour cet entretien, j'ai eu le plaisir, tout d'abord, de vous découvrir à l'écrit, si je puis dire, même si on s'est croisés durant une conférence, mais c'est surtout à l'écrit que je vous ai découvert avec un livre qui apparaîtra sur l'écran, Juridiquement correct, comment il détourne le droit aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors, monsieur de Saint-Germain, vous êtes un spécialiste du droit, vous êtes docteur en droit, si je ne me trompe pas, donc vous savez de quoi vous Oui. parlez. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, publié à La Nouvelle Librairie, c'est que c'est un ensemble de points, de petits points. Alors, le petit point mis bout à bout, ça fait énormément de points sur le droit. Des questions de droit, des questions d'actualité sur le droit, mais aussi des questions fondamentales sur le droit, étant donné que nous vivons en tout cas dans une société très judiciarisée, si je puis dire, où le droit a énormément d'importance et nous avons affaire à quantité de spécialistes et autres grands pontes du droit sur les plateaux télé, radio et compagnie, qui viennent nous expliquer en détail ce qu'est le droit ou ce que serait le droit. Et ce que j'aime bien, c'est que justement dans votre livre, vous essayez de remettre le droit à l'endroit, si je puis dire. Bon, alors, tout d'abord, c'est une question, faut toujours commencer par des questions un peu bateau, mais tant pis. Pourquoi vouloir remettre le droit à l'endroit? Peut-être parce qu'il ne l'est pas. D'ailleurs, le droit a-t-il jamais été droit? On connaît la blague de Coluche qui disait 50 droits, tout le reste de travers. Mais surtout parce que le droit est un monde un peu bizarre, lointain, exotique. On ne connaît pas le droit. Et d'ailleurs, même après un doctorat, est-ce qu'on connaît vraiment le droit? Non, parce que le droit est comme un fleuve dont, si l'on remonte le cours, on va aller vers une multitude de rivières, puis de ruisseaux, et on se perd, et on ne peut jamais connaître tout le droit. De manière amusante, on peut dire que chaque année, il y a pratiquement 10% de l'ensemble des règles juridiques qui sont affectées par des modifications. Soit qu'il y ait de nouvelles lois, soit la jurisprudence. C'est-à-dire qu'en 5 ans, le temps ordinaire d'un cursus en droit, finalement, la moitié de ce qu'on a appris n'est plus de mise. Alors, c'est un peu triché que de dire ça, parce que certaines de ces règles sont modifiées chaque année, je pense notamment à la fiscalité, mais il y a quand même un mouvement perpétuel. Donc, connaître le droit, c'est pas connaître ce que l'on doit faire dans telle ou telle situation particulière, c'est comprendre des mécanismes, acquérir une logique que l'on sera susceptible d'appliquer à n'importe quelle des situations concrètes, à plan, litige, réglementation, etc., etc. Donc, on ne connaît pas le droit. Alors, on ne le connaît pas pourquoi? On ne l'enseigne pas au lycée, globalement, sauf dans les filières les plus professionnalisantes, mais on le voit à ce moment-là par le petit côté de la lorgnette, sur des aspects plutôt techniques, alors que le droit, si on veut le comprendre, réclame qu'on s'éloigne le plus possible de la technique pour l'embrasser d'un large regard. Et ensuite, on pourra, on devra descendre dans les détails pour voir techniquement quelle réglementation s'applique à telle chose. Donc, le droit est un monde un peu méconnu et dans la présentation quotidienne qui en est faite, puisque tous les débats politiques et sociaux comportent une dimension juridique. Et ici, le droit va être utilisé à terme d'argument définitif. De toute façon, la loi le dit. Et là, ici, on est dans une approche qui vise à utiliser l'expertise, le savoir de l'expert. L'expert, c'est celui qui sait. Or, si cet expert, confronté à une question, dit c'est comme ça, eh bien, l'auditeur, le téléspectateur, qui lui n'est pas un expert, à ma foi, que peut-il dire? Toi, tu n'es rien, l'expert a dit que c'était comme ça. Alors, tais-toi, vote et consomme. Rien d'autre. Alors que bien souvent, cet avis d'expert est biaisé parce que tout simplement, et je pense qu'on va l'aborder tout à l'heure, mais quand on aborde des questions techniques, elles sont souvent extrêmement complexes. Parce que finalement, le droit, c'est de dire quelles règles vont s'appliquer dans telle situation donnée.
Et c'est tout sauf simple, parce qu'il y a quantité d'hypothèses dans lesquelles on ne sait pas nécessairement quelles règles vont devoir s'appliquer. Et ici, le spécialiste qui intervient, il va dire, bah, c'est comme ça, alors que la réponse réclamerait beaucoup de nuances. Or, dans le temps médiatisé qui est le nôtre, le temps de l'immédiateté, eh bien, cette nuance, on ne l'a pas. Et ici, eh bien, on va utiliser ce discours globalisant parce que si on fait appel à un expert en dehors de votre émission, on va lui demander son avis sur un sujet extrêmement complexe et tous ceux de nos auditeurs qui auront été confrontés à des journalistes l'ont vécu. On va leur demander de résumer en 30 secondes maximum, c'est ce qui passera à la télévision, une question qui réclame de la nuance, du travail, et que même un spécialiste pédagogue, les deux ne vont pas nécessairement ensemble, réussira avec beaucoup de compétences à expliquer en 3 à 4 minutes. Donc 30 secondes, on résume. On résume, c'est l'argument d'autorité, et on ne peut pas répondre. Voilà. Or, ici, quand on regarde un peu qui sont ces spécialistes interrogés, on s'aperçoit qu'ils ont, le plus souvent, pour pas dire tout le temps, un biais idéologique. Alors, ce n'est pas grave d'avoir un biais idéologique, au contraire, moi, je trouve ça plutôt satisfaisant. Euh, J'en ai moi-même un. Ce qui est gênant, c'est d'avoir quelqu'un qui prétend à la neutralité quand il parle d'un point de vue particulier. Et ce point de vue va le conduire à affirmer comme une vérité quelque chose qui n'est qu'une partie de la réponse du problème ou une vision biaisée sur celui-ci. Et donc, dans l'ouvrage, j'ai tenté d'expliquer, de montrer comment, sur un certain nombre de sujets, où on nous présente finalement la vérité officielle, ce que j'ai appelé le juridiquement correct, euh, eh bien, est souvent une vérité partielle, donc partiale. Voilà en quelques minutes. J'ai dépassé les 30 secondes. Ah mais c'est normal, ça c'est le propre des professeurs en général. Ils ont du mal à synthétiser. Mais c'est pas grave. Et justement, vous avez ouvert de multiples portes, donc je vais m'y engouffrer. Tout d'abord, oui, vous avez bien fait de le rappeler, être partial, ou en tout cas avoir un avis, on peut dire en tout cas un biais idéologique, je pense que c'est le propre de chacun et tous les journalistes en ont un aussi. On peut leur réclamer par contre une certaine probité ou en tout cas euh, une probité intellectuelle, voilà, une certaine honnêteté. Bon, et malheureusement, c'est ça qui manque. Et justement, moi, je vais par contre faire mon journaliste à 100% et je vais mettre les pieds dans le plat avec une question franche, mais qui est évidemment en lien avec le livre, en faisant référence d'ailleurs à la dernière une du magazine Élément à propos des juges. Parce que Oui. précisément, nous sommes dans un monde très judiciarisé, comme on a dit au début. Et est-ce que nous vivons sous la botte, le marteau accusateur et accusatoire des juges en France qui auraient, grosso modo, pris le pouvoir? Alors, question difficile, euh, avec laquelle en plus vous m'obligez à dévoiler nombre des éléments qui seront présents dans mon prochain essai. Euh, alors, je vais vous faire un peu de Macron. Allons-y. Oui et non. On va faire un peu de en même temps. Alors, vous me parlez du coup d'état des juges finalement. Alors, non, il n'y a pas de coup d'état des juges parce qu'il n'y a pas une organisation secrète qui tirerait les fils et qui dirait dans telle affaire, le juge Duchemol va dire telle chose et on va gagner. Donc, il n'y a pas un plan organisé. Ça, c'est absolument certain. Donc, l'expression coup d'état des juges, elle est intéressante, elle est médiatique, elle reflète néanmoins une certaine réalité, mais ça ne correspond pas à ce qu'on appelle un coup d'état. Donc, non, il n'y en a pas. Simplement, oui, oui, il y a un mouvement général de la jurisprudence qui va dans un sens donné. Il n'y a pas de consigne à transmettre à des magistrats. Ceux-ci vivent déjà dans une sorte de bulle intellectuelle et morale, une formation sociologique qui les amène de toute façon dans un certain sens.
Et eu égard à cette unité psychologique, euh, doublée en bonne partie d'une unité sociologique dans la composition de la magistrature, eh bien, on en arrive à des gens qui vont affirmer un certain nombre de positions de manière naturelle et, je veux dire, sans même comprendre qu'ils sont en plein dans un biais idéologique. Le... Il y a quelques jours a été élu le nouveau président de la Cour européenne des droits de l'homme. Un Français. La belle affaire. Je vous le dis tout de suite, n'en attendons strictement rien. Il n'est pas Mhm. français. Il a la nationalité française. C'est un pur produit du Conseil d'État et toute sa carrière, il a toujours revendiqué le fait que le juge administratif français soit l'élève docile, le suppléant zélé de la construction de l'Union européenne. Et donc, il va prendre la direction de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un bon juriste, il n'y a aucun doute là-dessus, mais tous les biais de sa jurisprudence sont les biais d'un homme qui est culturellement acquis aux valeurs de la modernité politique que représente l'Union européenne. Donc, il n'est pas français au sens d'un de ces antiques membres du Conseil d'État qui aurait pu avoir le souci de la France, de l'État, de la verticalité. Non, on est quelqu'un qui a la culture qui est la sienne, qui correspond au monde dont il provient et dans lequel il vit. De ce point de vue-là, oui, ce mouvement des juges, cette unification de la jurisprudence autour d'un certain nombre de valeurs dominantes, l'individualisme, la contestation, etc. On pourra le développer. Eh bien, produit petit à petit des effets. Donc, il n'y a pas de coup d'état des juges, mais il y a comme une sorte de rouleau compresseur qui exprime chaque jour un peu plus les valeurs dominantes du système. Ben, c'est parfait parce que vous me donnez ma transition. Moi, il y avait un point enfin, que je voulais aborder et vous le dites, enfin, en tout cas, vous l'explicitez dans votre livre, ça m'intéressait beaucoup. C'est le droit européen et la fameuse idée comme quoi le droit national et le droit européen ne feraient pas bon ménage. Alors, je vous cite parce que à chaque fois, j'aime citer les livres. Vous dites, cette situation est la plus à même de créer des difficultés et c'est au juge de les trancher, le plus souvent dans le sens de la primauté du droit de l'Union. La question est très vite apparue à l'occasion de la mise en œuvre de la construction européenne et la réponse du juge européen fut tout aussi rapide. Dès 1964, par son arrêt Costa, il affirmait la primauté du droit de l'Europe. Cette solution repose sur une certaine logique. Alors la logique, vous la développez, mais je ne vais pas lire évidemment l'ensemble de l'article, c'est que à partir du moment où on décide pour un ensemble de pays, les pays doivent, si je puis dire, se mettre au garde à vous, parce que sinon, 27 pays, 27 interprétations différentes. Et c'est une autre question qui se pose. Aujourd'hui, beaucoup, notamment les souverainistes, etc., et même d'autres, se disent très bien, mais le droit français normalement devrait primer, le droit national devrait primer. Or, c'est sur beaucoup de questions le droit européen qui prime. Alors, justement, essayons d'être nuancés. Droit européen d'abord, droit national ensuite, et est-ce qu'à la fin, surtout, c'est certainement ça le plus important, est-ce qu'à la fin, à l'achèvement de la construction européenne, finalement, est-ce que les droits nationaux existeront-ils encore? Alors, la question de la primauté du conflit entre ces deux droits va dépendre du prisme selon lequel on souhaite l'aborder. Est-ce qu'on souhaite privilégier un prisme juridico-technique ou juridico-symbolique, politique? D'un point de vue technique, la messe est dite, la logique que j'ai est réelle, incontestable, et j'ajouterais même, j'espère que je ne serai pas brûlé par les souverainistes qui ont la gentillesse de m'inviter assez fréquemment à donner des conférences, mais elle est nécessaire et légitime. Dès lors que l'on construit un projet en commun, eh bien, il y a des règles communes à ce projet. Et si chacun les interprète à son propre chef, eh bien, il n'y a plus de projet commun. C'est ce qu'on appelle une confédération, dont beaucoup évoquent l'instabilité, parce que soit on est toujours d'accord et se pose assez vite la question d'aller plus loin, c'est de la place le passage de la confédération américaine à la fédération, la même chose en Allemagne,
La même chose en Suisse, sur plus de temps. Mais ou alors, au contraire, dans cette confédération, on est d'accord sur rien, et très vite, le constat se fait qu'on doit se séparer. Il y a donc construction européenne, on disait communautaire avant que le terme d'Union européenne ne naisse avec le traité de Maastricht en 1992. Eh bien, cette construction européenne, l'idée, c'est que dans ce qui est gouverné par ces règles européennes, eh bien, on suit les mêmes règles avec une interprétation authentique qui va être donnée par le Vatican, non, pardon, par la Cour de justice de Luxembourg. Voilà, c'est le magistère européal, pour que ça rime avec papal, c'est la version officielle qui doit être appliquée. Bien. D'un point de vue juridico-technique, rien à redire. Mais évidemment, d'un point de vue juridico-symbolique, j'utilisais cette expression, ou politique, est-il admissible que l'on reste dans un cadre que l'on ne souhaite plus? Est-il admissible que, en dernière analyse, la détermination des règles qui s'appliquent, pardon, sur notre sol, qui gèrent nos vies, soit déterminée par quelqu'un d'autre que nous? Et ça, c'est fondamentalement inacceptable. Alors, comme nous sommes en République, bon, ce qui ne me gêne pas, j'ai toujours été républicain, au moins dans la définition aristotélicienne, la res publica, je dirais que ça c'est romain et pas grec. Mais, eh bien, en 1793, la Constitution, la plus républicaine qui soit, nous dit qu'un peuple, c'est l'article 28, a toujours le droit de revoir et de réformer sa Constitution, en ajoutant nulle génération ne peut assujettir à ces règles les générations futures. Le principe de la souveraineté de la nation, c'est que justement, le peuple, la nation, ne les distinguons pas pour l'instant, sont des arguties à ce stade, eh bien, sont libres de déterminer leur avenir. Finalement, la souveraineté de la nation n'est rien d'autre pour un corps politique à ce que le croyant assimilera au libre arbitre, la capacité de choisir son destin et d'assumer, évidemment. Mais voilà, donc, et il n'est pas acceptable que nos règles soient déterminées par quelqu'un d'autre que nous. Après, ça va plus loin. Est-ce que l'on peut renoncer à être libre? Je ne le pense pas. Voilà, en quelque sorte. Donc, l'Europe, eh bien, construire ensemble et s'assujettir à des règles communes, c'est parfaitement naturel. Simplement, la vraie question serait ici plutôt, quelle Europe et pourquoi faire? Dans quel mouvement sommes-nous engagés? Où voulons-nous aller et que faisons-nous? Et après, le regard d'un observateur qui a quand même bien vu le fonctionnement de l'Union européenne depuis une trentaine d'années, eh bien, les choses ne se règlent pas d'un point de vue juridique. Les bras de fer entre États existent. Quand un État affirme sa volonté dans les négociations au sein du Conseil européen, ou même en donnant, non pas des consignes, puisque le juge est indépendant, mais en faisant entendre au juge quel est l'intérêt de l'État, là, il affirme sa position. Si l'on prend une petite affaire qui fait sourire, mais il y avait eu, il y a quelques années, devant la Cour européenne des droits de l'homme, un contentieux relatif à la présence de crucifix dans les salles de classe en Italie. Et un requérant avait mis en cause l'atteinte à la liberté de conscience et à la neutralité de l'enseignement que provoquait la présence de ce crucifix. Alors, de vous à moi, je dirais que l'affaire fait sourire, parce que si la simple présence d'un crucifix sur un mur suffisait à transformer ipso facto l'homme en croyant, ça se saurait. Je rappellerai que Voltaire a eu toute sa scolarité dans des endroits où il y avait des crucifix sur les murs. Ça n'a pas eu un effet exceptionnel sur sa foi. Bien. Mais l'affaire a été donc jugée par la Cour européenne des droits de l'homme en petite chambre, une chambre à 3 juges, où il a été dit que effectivement la présence de ces crucifix heurtait la liberté de conscience. Simplement, le gouvernement italien ne s'est pas laissé faire. Il a fait appel de cette décision devant la grande chambre, c'est-à-dire le collège de tous les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, et il a fait campagne. Il a fait
campagne en rappelant simplement que dans un pays comme l'Italie, la croix sur le mur, ça relève de la culture et non de la foi. Et ma foi, on peut le regretter, mais je crois qu'effectivement, c'est comme les calvaires au coin des chemins dans les champs. Aujourd'hui, pour l'essentiel, ça relève de la culture, de l'héritage, plus que d'une foi vécue. Et donc, et l'Italie a fait campagne auprès de tous les États qui ont transmis un certain nombre de positions à la Cour européenne des droits de l'homme. Les différents juges nationaux, on ne leur a pas donné de consigne, bien sûr, ben non, ce serait remettre en cause la neutralité et l'indépendance du juge, mais ils ont su entendre. Et la décision de la Grande Chambre a expliqué que finalement, la présence de crucifix dans les salles de classe en Italie relevait, je cite, de la marge nationale d'interprétation et que l'Italie faisait ce qu'elle voulait. Voilà. Mais ce résultat n'a été possible que parce que des États se sont mobilisés pour faire prévaloir une considération politique, en considérant que celle-ci, finalement, devait prévaloir sur la vision technico-juridique. Et donc voilà, Voilà toujours comment. hmm. Oui, Ces deux aspects qui s'affrontent, voilà, le droit d'un côté et le politique de l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, mais s'il n'y a pas effectivement de politique, le droit est amené à faire ce qu'il veut, si je puis dire. Bon, je résume, hein, évidemment, mais hmm. c'est-à-dire à faire la politique d'un autre. Voilà. Alors, ben, précisément, puisqu'on parlait de l'Europe, il y a un point d'actualité qui revient très souvent et qu'on raccorde à l'Europe, c'est l'immigration. Et précisément, la grande question qu'enfin on ose poser, la question du grand remplacement, etc., mais là n'est pas le sujet, mais c'est quand même lié. Est-ce que précisément le droit a son importance dans tout ça? Parce qu'il y a deux points que vous évoquez dans votre livre. La naissance d'un étranger en France le rend-elle nécessairement français? Et la préférence nationale est-elle interdite en France? Je cite les deux parce que précisément les deux sont liés quelque part. Oui. Bah, précisément, vous posez cette question, alors comment y répondre? Puisque c'est un petit peu une tarte à la crème qu'on nous sort dès lors où il y a attentat, dès lors où il y a problème, dès lors où la question de l'immigration revient, et elle revient quand même assez souvent maintenant. Comment justement aborder ces questions? Et est-ce que, oui ou non, si par exemple je suis un cheval et je nais dans un pré à vaches, je deviens automatiquement une vache, ou est-ce que, voilà, je fais exprès d'utiliser la métaphore, mais précisément, comment trancher? Puisqu'aujourd'hui, il suffit de naître en France pour être français. Et en plus de ça, on nous fait bien comprendre que la préférence nationale est quasiment un sujet interdit. Alors, comment, juridiquement, peut-on traiter ces questions? Bah, d'un point de vue technique, il faut le rappeler, il faut le dire et l'écrire. Non, la naissance en France ne fait pas de vous un Français. Jamais. En tout cas, jamais seul. Et il y en a un bon exemple. Euh, il existe des cas de personnes dites apatrides, soit qu'elles n'aient aucune nationalité à la naissance, soit que celle-ci leur soit retirée. C'est un problème qui s'est développé à la fin de la Première Guerre mondiale avec les restructurations de frontières à l'Est, les expulsions de population. Bien. Et la France, euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, quand elle a réformé son droit de la nationalité, a mis une clause qui figure dans le Code civil aujourd'hui, qui prévoit que justement, une personne qui à la naissance serait apatride, eh bien, euh, on va lui donner la nationalité française. Et il y a un autre cas très semblable, c'est l'enfant trouvé. C'est un souvenir du passé, quand on déposait les bébés au pied des églises, quoi que cela revient, il y a des boîtes à bébés dans un certain nombre de grandes villes, pas en France. On a ça à Berlin, on a ça en Autriche, je crois. Euh, et la loi française dit bien bah, que cet enfant trouvé, il est présumé, il est français. Simplement, la technique est intéressante à aller voir. Alors, il est français parce que on présume que s'il a été trouvé en France, c'est que ses parents étaient eux-mêmes français. Donc on lui donne la nationalité française à cet enfant trouvé euh, jusqu'à preuve du contraire. Et d'ailleurs, si l'enfant est reconnu et qu'il est prouvé que ses parents étaient étrangers, eh bien cet enfant trouvé sera réputé n'avoir jamais été français. Et pour l'apatride, c'est la même chose. On lui a donné cette nationalité française, mais si d'aventure ses parents
acquièrent une nationalité ou en recouvrent une, ils deviennent finalement américains, eh bien leur enfant sera américain. Et il sera réputé n'avoir jamais été français. Voilà. Donc, techniquement, non, la nationalité ne suffit pas à elle seule. Alors ensuite, il y a des règles qui prévoient un accès à la nationalité simplifié dès lors qu'une personne est née en France, et j'ajoute, et c'est pas moi qui l'ajoute, c'est la loi, et a résidé en France. C'est la naissance et la résidence. Parce que pour reprendre votre exemple, notre poulain né au milieu des veaux ne sera jamais un veau. Et donc, et ça, la loi le dit très bien, mais, et là, c'est là où l'image va s'arrêter avec notre poulain, la comparaison va s'arrêter, c'est que la résidence, c'est l'idée qu'au fur et à mesure, ce petit fils d'étranger, né en France, eh bien, aura tété la France aux mamelles de l'école de la République, par ses camarades de classe, ses camarades de sport, ses camarades de quartier. Il vivra dans un environnement français et que peu à peu, cet environnement français va déteindre sur lui et fera que, eh bien, au bout de ces 5 ans de résidence, ce sera un vrai petit Français. Alors, je ne vous cache pas que cette approche a été théorisée à la fin du 19e siècle et qu'il y aurait sans doute beaucoup à dire sur le présumé d'intégration à la France sur lequel elle repose. Est-ce que 5 ans de présence en France aujourd'hui dans un quartier suffit à vous transformer en Français, si tant est que cela soit possible? Est-ce que cela fonctionne encore? Mais la question est plus large. Donc voilà. Et là, il faut aussi que les hommes politiques, il ne s'agit pas de dire il faut mettre fin au droit du sol, mais il faut réaffirmer haut et fort, tenir le verbe haut et dire que non, la naissance en France n'a jamais fait un Français à elle seule. Il y a toujours eu des éléments supplémentaires pour l'accompagner. Voilà sur ce revenir à des fondamentaux. Même chose sur la fameuse préférence nationale ou priorité nationale du RN, si tant est qu'il le veuille encore. Mais la fonction publique en est un élément clé. Il y a une exigence de nationalité pour accéder à la fonction publique. Alors, l'exigence est pour les emplois liés à des missions de souveraineté, pour les autres, les résidents français les résidents en France possédant la citoyenneté d'un des États membres de l'Union, la nationalité d'un des États membres de l'Union, pourront aussi accéder à ces fonctions, mais rien que le privilège de la fonction publique montre bien que il n'y a pas de problème à la préférence nationale. La vraie question d'ailleurs, c'est est-ce que quelque chose distingue le national, le ressortissant, de l'étranger? Ou est-ce que nous serions tous citoyens du monde? Ce qui est intéressant, ce qui ne va pas sans soulever un certain nombre de difficultés, et théoriques et pratiques. Encore une vaste question, effectivement. Et alors, je suis désolé, mais il nous reste moins de 8 minutes, là, donc il va falloir aller vite. Désolé de presser. Je sais que les professeurs n'aiment pas qu'on les presse parce qu'ils aiment parler, je comprends, mais il va falloir synthétiser pour cette dernière question parce que celle-là, elle m'intéresse bougrement. Les auditeurs qui connaissent Je un suis petit peu prêt. mes ouvrages comprendront pourquoi. C'est le premier petit chapitre du livre. Les hommes naissent-ils réellement libres et égaux en droit? Alors je sais bien, je vais demander un exercice compliqué en vraiment 2 minutes et demie, 3 minutes, si c'est possible. Est-ce que la fameuse tarte à la crème également, les hommes naissent-ils libres et égaux en droit, qui pour moi est une clé de voûte juridique absolument essentielle. Alors c'est peut-être votre erreur, parce que c'est tout sauf du droit, c'est de la philo. Formidable. Hmm. L'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. D'ailleurs, on s'arrête là. On n'évoque pas la fin de la phrase. Parce que l'article 1, il dit autre chose. Il ajoute, après le point, il précise que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ah, première phrase qui annonce une égalité, deuxième phrase qui annonce des distinctions. C'est curieux. Mais on ne retient que la première. Là aussi, c'est idéologique. Simplement, ces deux phrases disent la même chose. Il y a la vision de l'homme philosophique et par nature
il y a une forme d'identité de droit entre les individus, mais le fait de nature est complété par un fait de culture. On vit dans une société. Et cette société, elle obéit à des règles qui sont nécessaires pour que la société perdure. C'est l'utilité commune. Donc, par essence, les gens sont égaux. C'est l'égale dignité de la personne humaine d'un point de vue catholique. C'est la raison raisonnante issue de la philosophie des Lumières, de Kant pour tout un chacun. Mais il y a cette idée d'unicité profonde de l'espèce humaine, de l'être humain. Mais ensuite, cet être humain, chez Leibniz, c'est pas une monade. L'être humain, il vit en société. Et cette société, elle est déterminée par des règles. Et là, eh bien, ces règles vont faire des distinctions pour que la société tienne. Et l'article 1 est précisé ensuite lorsqu'on explique que la loi est l'expression de la volonté générale. La loi est l'expression de la volonté générale. La loi, c'est-à-dire, c'est la détermination de la règle commune. Elle est faite par la volonté générale, c'est-à-dire par le corps social, par les décisions du corps social. Et pour aller très vite, quand on lit l'ensemble des articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, on s'aperçoit que les articles mentionnent parfois tout homme et précisent son droit. Et ensuite, dans d'autres articles, la Déclaration dit le citoyen a le droit. Par exemple, la libre communication des idées, c'est pour tout homme, mais dans le même article, il est précisé ensuite que le citoyen a le droit d'imprimer. C'est pas une erreur. Il y a des droits qui appartiennent à tous les hommes en tant qu'ils font partie de l'espèce humaine. Par exemple, les règles du procès ont vocation à s'appliquer à tout homme, quelle que soit sa nationalité. On pense bien sûr au pénal, mais également en matière civile. Mais en revanche, la participation à la vie politique, c'est réservé aux citoyens. Voilà. Donc, et pourquoi est-ce possible? Parce que l'article qui nous dit que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, il précise ensuite que dans la vie en société, eh bien, il y a des règles communes qui peuvent établir des différences. Alors, l'égalité, elle existe, mais en fait, c'est une égalité dans le cadre des catégories qui ont été prévues par la loi. L'égalité, ça veut dire simplement que si l'on est dans la même situation, on a vocation à être traité de la même façon. Quand on rentre sur le stade pour courir, tous les coureurs de la même catégorie seront assujettis aux mêmes règles. Si on n'est pas dans la même catégorie, il y aura des règles différentes. Voilà ce que ça veut dire. En fait, la Déclaration des droits de l'homme ne dit rien d'autre que quelque chose de bon sens. On est égaux devant Dieu ou devant la sainte raison, mais dans la société, on est égaux pourvu qu'on soit dans la même catégorie que la société aura elle-même déterminée. J'ai Ben, réussi? c'est un excellent rappel et en plus dans les temps, donc c'est parfait. C'est excellent. Je suis désolé de mettre fin à notre entretien parce que ouais, je trouve ça passionnant. Le droit est un monde à part, mais c'est très très important justement de bien connaître les nuances parce que c'est un monde de nuances aussi et parfois que ça soit d'un côté ou de l'autre, droite, gauche ou extrême centre, on a tendance à s'emballer un petit peu avec le droit. Donc précisément, pour éviter de s'emballer, pour essayer de retrouver un petit peu d'intelligence et de nuances, je le rappelle, on va le revoir à l'écran. De Bertrand de Saint-Germain, Juridiquement correct, comment il détourne le droit aux éditions de la Nouvelle Librairie. C'est un excellent petit livre, ça se lit très facilement en plus, plein de petits points comme ça qu'on peut aborder. Donc c'est très très bien, ça s'adresse aussi bien à l'étudiant en droit qu'au spécialiste de droit qu'au béotien qui n'y connaît absolument rien. Donc vraiment c'est très très bien et vous êtes donc docteur en droit universitaire, on n'a pas affaire à quelqu'un qui a soudainement découvert la matière, hein. Non, Donc j'ai voilà. passé un petit peu de temps. Voilà. Donc, eh ben, merci encore pour Merci votre de votre intervention. invitation. Et puis, elle C'est un est toujours à votre plaisir. disposition. Et si pour un prochain livre, si eh ben, s'il y a voilà, il y a un prochain livre, si j'ai bien compris, donc il va advenir, donc tant mieux. Donc il y aura certainement un autre entretien et ça sera avec plaisir. Je rappelle à tous les spectateurs auditeurs, on n'oublie pas le petit pouce, on n'oublie pas le commentaire, le partage auprès de vos amis, ennemis, juristes, avocats, juges d'instruction, surtout vos ennemis avocats, il en faut. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain entretien. Bonne lecture.